Amis de À tout lire, c'est une émission qui reçoit aujourd'hui un auteur, un jeune auteur, Muraro, bonjour. Un plaisir de te recevoir parce que j'ai envie d'utiliser le mot étrange, bizarre. Alors je dirais pas un ovni, mais ce premier livre, Méridien Zéro, on en a beaucoup parlé et difficile de rentrer dans un recueil, dans un livre comme celui-là, qui en fait, tu me l'as dit un petit peu en coulisses, ce sont des notes. Donc le mieux pour en parler finalement, c'est toi. Non, je sais pas vraiment si je suis le mieux pour en parler, mais oui, évidemment, moi, j'ai jamais voulu écrire à la base, et c'est une accumulation de carnets de notes que j'ai commencé à prendre dans des états un peu secondaires, parce que j'ai eu besoin de ça, et puis on m'avait annoncé que j'avais triplé mon Master 1 à Sciences Po, et je me suis dit que si j'extériorisais pas d'une manière ou l'autre ce que je ressentais, j'allais finir par poser une bombe à l'école, quoi. Donc finalement, le roman est sorti un peu issu de ces réflexions, de tout ça. Et puis c'était ma manière un peu de prendre, quelque part, pas une revanche, mais voilà, bon, ça m'a fait beaucoup de bien personnellement. Le décor est planté, une bonne thérapie. Alors cette société dans laquelle tu vis, je veux dire, aujourd'hui on dit quoi? Elle te dérange, tu l'assumes pleinement. Comment tu te sens? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, une fois que tu as écrit, une fois que tu as extériorisé tout ce que tu avais à dire dans ce bouquin, ça va mieux? Ou Non, c'est que partie remise pour un deuxième tome avec encore beaucoup de choses à dire? non, mais c'est juste l'intérêt de mettre de la littérature, de lire des choses, ou enfin, dans n'importe quelle œuvre artistique, c'est de mettre le doigt sur les choses que l'on ne voit pas avec ses yeux. C'est beaucoup plus subtil que ça, et c'est que la vérité est dans les nuances, et d'ailleurs la vérité, enfin, c'est une question qui est trop vaste, ça n'existe pas la vérité, mais disons que l'idée c'est d'apporter la nuance dans la vie, donc c'est sûr un bon livre, c'est quelque chose qui nuance le vécu des personnages. Avec, avec le Covid-19, cette société en pleine mutation, en tout cas qui a été interpellée et qui s'est forcément, comment dire, posé beaucoup de questions, comment un jeune de Sciences Po, qui rentre dans la vie active maintenant, voit l'avenir un petit peu de la future société dans laquelle on vit? Ah, j'en sais rien, mais disons que pour me payer le Porsche Cayenne, ça va être compliqué. Pour payer la Rolex aussi, parce que vu les ventes, ça c'est pareil. Mais bon, disons que peut-être ouais, une Tesla hybride, mais ça va être compliqué parce que les batteries au cobalt de 500 kg dont des Tesla de 2 tonnes, ça va être compliqué aussi au niveau de la transition écologique. Donc bon, dire est-ce que je suis pessimiste ou optimiste, je sais pas, bon, ça va être... Parce qu'on en parle, on parle en ce moment, tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il faut le changement, il faut des prises de conscience. Est-ce que finalement, ce qui nous est arrivé là, est-ce qu'on va véritablement prendre conscience qu'il y a peut-être des choses qu'il faut faire évoluer ou changer, ou est-ce que finalement on va droit dans le mur, on continue sans finalement se poser vraiment des questions? Non, j'en sais rien, je n'ai pas une boule de cristal, mais en tout cas je sais que l'humain c'est très résilient, et qu'on voit toutes les lois un peu liberticides qui se passent, et qu'on a imposé quand même les mesures de restriction économique et de liberté publique hors normes, et peut-être les plus drastiques en temps de paix, et qu'il n'y a pas eu une manifestation dans tout ça, on peut se dire qu'en fait, ouais, on pourrait très bien dire aux populations de rester chez elles et de rien faire, et ça se passerait comme ça. Ce livre, il est arrivé au bon moment, finalement, dans l'actualité, ou pour toi, il y avait un petit décalage? Non, mais ce livre s'est fait rattraper il s'est fait complètement rattraper par l'actualité, oui, il y avait un côté très... Visionnaire quand même un petit peu, hein, d'après certaines personnes. Je sais pas, ça c'est au lecteur de se faire son idée, hein, ça c'est clair. Non, il serait sorti il y a un an et demi, il aurait eu... euh, oui, il aurait eu le côté beaucoup plus visionnaire. Il est sorti en même temps que le Covid, donc bon, quelque part, c'est même pas visionnaire, c'est juste ironique. C'est peut-être important de dire aux téléspectateurs que tu l'as écrit il y a déjà un an, donc du coup, moi je peux le lire, il y avait un petit côté visionnaire quand même dans l'écriture de ce livre. Ouais, on peut dire ça sur certains aspects, oui. Après c'est facile hein, d'annoncer des catastrophes, hein. C'est toujours très facile d'annoncer les catastrophes parce il y en a forcément une qui se réalise. Donc bon, quelque part, c'est facile pour le pessimiste d'être visionnaire en fait, hein. À la prochaine vision, est-ce qu'il y a un prochain roman, un prochain projet d'écriture? Ouais, Parce que quand on vient de terminer et on vient d'accoucher d'un beau bébé comme celui-là, en tout cas, est-ce qu'on part sur une autre aventure? non mais je réfléchissais à ça en régie, oui, c'était vaincre la cellulite avec le tabac. Voilà, qui serait peut-être mon prochain roman. Ouais. Tout un programme. Voilà, tu es mon invité, il n'y a pas de problème, parce que là, j'aurais beaucoup de questions à te poser. Donc, du coup, oui, non, mais
plus sérieusement ou très sérieusement un vrai projet à venir? En tout cas, tu es déjà en train d'écrire autre chose? Non, mais l'écriture, c'est quand même très ingrat. On est sur un secteur où il y a de plus en plus de titres qui sortent. Voilà, c'est à peu près entre 60 et 70 000 titres par an, avec un nombre de lecteurs qui s'y diminue, qu'on est en concurrence constante avec des plateformes de streaming. Intéressant, bien sûr. Avec les antidépresseurs, les bars, les boîtes de nuit, qu'il faut du temps pour lire. Donc quand on rentre à 18h le soir, qu'on n'a pas fait les courses, qu'il faut faire les courses, faire à manger, donner à manger aux enfants, les coucher, tout ça, bon, après trouver les 3/4 d'heure ou la demi-heure pour lire, ça devient compliqué. Ouais. Donc, Bah, ça va nous intéresser, ça va surtout intéresser les téléspectateurs. Pour toi, la bonne raison pour lire un livre, c'est quoi aujourd'hui? Ah, parce qu'il n'y a pas plus puissant que le cerveau en termes d'imagination. C'est ce qui consomme le plus d'énergie quasiment dans le règne animal. C'est le cerveau, ça consomme 20 watts. Hein. C'est ce qui fait qu'on est obligé de prendre 3 repas par jour, alors que le grand requin blanc en prend un toutes les 3 semaines. Enfin, c'est le cerveau la différence. C'est parce qu'on a un truc qui a des connexions nerveuses et qui permet d'avoir l'imagination, le cerveau. Enfin, bon. Je te cache pas que c'est un vrai régal hein, pour moi. J'ai des réponses, en tout cas, qui sont super parce que j'essaie de rentrer dans ton univers et je conseille d'ailleurs de lire ce livre parce que là, on part, c'est un vrai voyage. Méridien Zéro, pourquoi ce titre? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais faire passer comme message déjà dans le titre? Oui, bah, c'était l'idée d'un nulle part. Alors, c'est le côté méridien, donc une ligne imaginaire. Et le côté zéro, parce que c'est le côté nulle part. Contradiction et en même temps un symbole. C'est ça, et puis avec le côté aussi, l'espèce de fuite en avant où on imagine du voyage en fait. C'est le voyage vers le nulle part. Parce que l'histoire, évidemment, pour résumer, c'est l'histoire d'un couple avec son bichon maltais qui habite à Paris et qui veulent, dans un élan un peu romantique, des grands espaces. De la même manière que Into the Wild, c'est la même bêtise qu'on va en Alaska. Bon, c'est pas l'Alaska, c'est les Tuamotu. Et ils décident qu'ils vont aux Tuamotu. Et ça finit un peu en grand nulle part parce que. Mais c'est finalement des fois le grand nulle part, c'est l'histoire de nos vies. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a aucun but. On essaye de mettre un cadre dans tout, mais quelque part, c'est là où c'est assez fantastique. Tu déstructures et tu crées le cadre que finalement. Bah, c'est sûr que pour le lecteur qui est habitué à des choses beaucoup plus normées comme bon, je vais pas dire, c'est pas pour dire du mal de ces auteurs-là, mais comme du Marc Lévy ou quoi que ce soit, oui, c'est sûr que les pages vont un peu le happer, ça c'est clair. Voilà. Comment on fait pour convaincre Au Vent des Îles d'éditer un roman comme celui-là? Comment s'est fait la rencontre? Parce que c'est intéressant, si on est un jeune auteur, on écrit des notes. Mais moi, j'ai pas eu besoin de les convaincre, c'est Christian Robert qui a convaincu le conseil d'administration et qui s'est battu pour moi. Donc, très bien, mais voilà, c'est intéressant. Merci pour ça, donc c'est sûr qu'il s'est battu pour quelque chose qui ressemble en rien à ce qu'on a l'habitude de voir. À ce qu'ils ont l'habitude, eux, de publier, en tout cas. Ouais, ça, c'est clair. Quand on a une personnalité comme la tienne, avec des choses assez précises, on voit bien que tu as ton univers, que tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu veux dire, en tout cas, tu as cet univers-là. Quels sont les auteurs qui t'ont, toi, marqué? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué au niveau de l'écriture? Vivant ou mort hein. Les deux. Non, mais donc moi je dis peu les contemporains, mais moi j'aime bien James Ellroy, oui, dans les romans noirs américains, surtout sur le plan de l'écriture où c'est très télégraphique. Et puis c'est l'un des seuls romans où j'ai senti que le livre m'explosait entre les mains tellement j'étais dans l'histoire. L'imaginaire. Après, évidemment, il y a les choses très classiques comme Céline et Proust. Hein, évidemment, Proust reste l'une des plus grandes, le plus grand auteur du XXe siècle français, quoi. On essaye de donner l'envie à des jeunes lecteurs, en tout cas, pas forcément de devenir auteur, mais en tout cas d'aimer la lecture et de s'y remettre, ou en tout cas de continuer. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, dire à ces jeunes lecteurs pour leur donner cette envie? Je ne vais pas donner d'injonction à des gens qui ne sont pas curieux de devenir curieux. Enfin, voilà, c'est tout. Si les gens n'ont pas envie de lire, c'est leur problème. On vit dans une société où toutes les connaissances passent forcément par la lecture, c'est ce qu'ils appellent l'économie de la connaissance. Donc après, c'est un choix. Soit on décide qu'on n'a pas besoin de lire pour gagner sa vie, donc on devient top modèle ou footballeur, mais c'est pas tout le monde qui réussit, ou on décide que on va faire des trucs chiants, donc lire, parce qu'il faut se faire une place. Donc parce qu'il faut apprendre des arrêtés, il faut apprendre du droit, il faut faire des études, donc forcément, il faut passer par un chemin beaucoup plus austère
Mais évidemment, c'est toujours plus facile de s'imaginer qu'on finira sur Instagram avec milliards de followers et des sponsors. Alors, moi, j'avais une question à te poser. Finalement, quand on écrit un bouquin comme ça, qu'est-ce qui est chiant? Est-ce qu'il y a des choses chiantes? Parce qu'on parle toujours du bon côté de l'écriture, de l'imaginaire, de se laisser aller et tout. Mais est-ce que finalement, dans cette aventure d'écrire un bouquin, hormis le fait peut-être de venir sur un plateau de télé pour en parler, qu'est-ce que tu as trouvé chiant? Ce qui est chiant, c'est la relecture. C'est la relecture, la réécriture, vraiment, hein. Parce que finalement, les premiers jets qu'on écrit que pour soi, c'est un ego trip. C'est comme faire un dessin qu'on jetterait à la poubelle sans trop regarder, quoi. Mais, puis après, évidemment, c'est beaucoup de solitude. Donc à la base, évidemment, si j'avais pas eu aussi peu de copains et autant d'acné au lycée, oui, c'est sûr que peut-être j'aurais pas écrit aussi vite, quoi. Ça, c'est clair. Du coup, qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Je le dis avec le sourire parce que vraiment, je suis très content de cette rencontre. Je passe vraiment un bon moment, je voulais te le dire, parce que j'aime beaucoup les personnes qui ont un vrai univers, et je pense que tu en as un, et les téléspectateurs s'en rendront compte. En tout cas, qu'est-ce que tu tires comme expérience de cet ouvrage? Non, mais jusque-là, bon, tout le monde a été bienveillant avec moi, mais c'est facile parce que... Enfin, je dis c'est facile. Qu'on est un auteur et qu'on a moins de 30 ans, mécaniquement, il y a une espèce d'industrie de l'éloge où tout le monde applaudit en disant c'est génial, un jeune auteur, blablabla. À Tahiti, c'est encore plus parce que comme on a autant d'habitants qu'un arrondissement de Paris, dès qu'il y a un mec qui sort du lot, voilà, il y a tout un tas pareil, de choses qui se passent autour de lui sans trop savoir s'il est bon ou pas. Donc qu'est-ce que j'en retire? Je sais que j'ai eu beaucoup de gens bienveillants autour de moi. Après, c'est sûr que récemment, j'ai eu des critiques assez... Bon, j'ai eu la chance, voilà, jusque-là, j'ai la chance. Les gens sont bienveillants, j'ai des critiques qui sont assez bonnes. Qu'est-ce que la famille en a pensé? Parce qu'on a des proches, on a forcément autour de soi des proches. Non, mais ils sont vachement flattés parce que j'ai pris le nom de ma mère, et pour eux, ils ont fait ça pour l'honneur de la famille, alors que j'en ai franchement rien à cirer. Mais voilà, pour eux, c'était comme redorer le blason de la famille, enfin bon, alors que bon... Finalement, c'était juste un pseudo qui était assez facile, qui sonnait bien avec le titre, en fait. Donc pour moi, la question ne s'est pas posée. Eh bien, écoute, se pose la question de l'extrait, donc c'est intéressant. On va essayer de rentrer un petit peu dans l'univers de Méridien Zéro. J'ai dit bizarre, étrange, mais je veux dire, à toi de jouer et de nous faire voyager à travers tes mots, à travers ton écriture. On t'écoute. Bon, alors, sans osoter, hein, donc, en page 174, hein, blablabla, Rose fut tentée de faire demi-tour, de laisser tomber cette folie pour retourner en métropole. Elle ne passerait pas l'année dans ce trou au milieu de ces baraques coagulées. Quand elle entendit l'avion voler au-dessus de leur tête, elle sut qu'il était trop tard. Le prochain coucou n'était pas avant une semaine. Elle s'en voulait d'avoir été si imbécile. Jusqu'ici, tout n'avait été qu'une affreuse déception. Forcément, ça allait continuer en se dégradant. Elle s'y voyait déjà, sur écran géant, à mentir en société pour ne pas avouer la version humiliante de l'histoire. Elle dirait qu'elle avait un rhume plutôt que « mon compagnon et moi, enfin surtout moi, on a cru qu'on pouvait tout plaquer comme ça. Se barrer le plus loin possible de tout votre bazar. Mais en fait non. Je n'en ai pas eu le courage. C'était laborieux et blafard. Ce n'était pas pour moi. Je préfère être au milieu de vous tous que je méprise qu'à l'abri des regards qui me donnent l'illusion de vivre. » L'anticipation de ses défaites personnelles lui donnait le cafard. Intérieurement, l'économie de ses sentiments entrait dans un état de récession. Insolite, étrange. Si vous voulez, comme moi, découvrir l'univers de Méridien Zéro, il faut se plonger dedans. C'est très très bien, très intéressant. Et puis je pense que c'est une expérience. Donc une expérience à lire. Muraro, à très vite, parce que je crois qu'il y aura une suite à tout ça. Et on se retrouve, nous, dans le prochain À tout lire sur TNTV.